Voilà, écoutez, bienvenue à tous pour ce webinaire marketing des aliments santé. On va parler nutrition, alimentation, marketing, réglementation, optimisation nutritionnelle. Donc, on a un beau programme aujourd'hui à vous proposer avec le CRIT. Donc, je vais juste démarrer ici. Avant de commencer, on voudrait vraiment savoir aussi qui est avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes chef de produit, chargé de communication, chargé marketing, plutôt un profil R&D? Vous pouvez mettre dans le chat votre profil pour adapter la suite de ce webinaire. Voilà, n'hésitez pas à préciser votre profil. Très bien. Voilà, continuez à préciser. Et puis, du coup, on va commencer ce webinaire. Alors, du coup, vous êtes présenté. On va également se présenter avec Lucille. Donc, moi, je suis Florence Cultier. Je dirige donc l'agence de conseil marketing Pepswork, qui est une agence spécialiste de votre marché, puisqu'on est spécialiste de la nutrition, du sport et de la santé. Et on accompagne en fait les marques et les entreprises de l'idée jusqu'au lancement et la promotion de leurs produits, donc tant sur une phase d'innovation très en amont, sur l'étude de marché, étude de potentiel, de l'idéation, de la création, de concepts de gamme et de concepts de produits, vous aide à positionner aussi ces innovations. On a également un accompagnement stratégique et opérationnel en fait, pour planifier vos lancements de produits et créer en fait vos scénarios de succès. On a également toute une action sur la communication nutritionnelle et scientifique. Et on le verra tout à l'heure avec Lucille, c'est une communication qui est spécifique et qui est aussi encadrée par la réglementation. Donc, on a cette expertise nutrition et communication. Et puis, on a également un pôle de formation qui nous permet de vous proposer des formations pour muscler vos compétences. Et écoutez, en tout cas, aujourd'hui, on est vraiment très, très heureux d'accueillir le CRIT pour ce webinaire et d'accueillir également Lucille Royer, qui est conseillère technologique et réglementation nutrition au sein du CRIT. Bienvenue, Lucille. Est-ce que tu veux te présenter? Merci. Bonjour à tous. Merci Florence pour cette invitation. Donc, je suis conseillère au CRIT agroalimentaire depuis un petit peu plus de 15 ans. Donc, au niveau du CRIT, on couvre diverses thématiques techniques en lien avec les entreprises de l'alimentation et particulièrement donc, sur la nutrition santé. On intervient en accompagnement des entreprises et on a deux casquettes spécifiques au CRIT. Nous sommes animateurs au niveau national du réseau NutriPrevious. C'est un réseau de l'ACTIA. L'ACTIA, c'est l'Association de coordination technique de l'industrie agroalimentaire qui regroupe divers centres techniques français. Et donc, c'est le CRIT depuis pas mal d'années qui anime ce réseau et qui a vocation à créer des livrables, des outils ou des petits projets de recherche appliqués sur les questions d'amélioration de l'offre alimentaire. Donc ça, c'est un premier point. Je vous parlerai d'un des outils que l'on développe aujourd'hui qui est Optinut. Certains d'entre vous connaissent peut-être. Et notre deuxième casquette, très orientée nutrition santé, ce sont également donc les journées aliments et santé, donc une convention d'affaires qu'on organise tous les 2 ans et donc qui aura lieu en année paire, donc en 2024. Très bien, merci Lucille, et en tout cas encore bienvenue sur ce webinaire. Alors, au menu aujourd'hui, découvrez les tendances du marché nutrition santé pour nourrir votre réflexion marketing et d'innovation. Vous allez voir comment développer, positionner un aliment santé ou avec plus de santé, comment communiquer aussi de façon juste sur les aliments santé. On voit qu'il y a effectivement des guidelines, un cadre réglementaire spécifique. Et puis, on vous donnera également un avant-goût pour aller plus loin avec une de nos PEPS formations sur le marketing des aliments santé. Voilà pour le menu de ce webinaire. On va commencer sans plus attendre avec le marché et les tendances en nutrition santé pour revoir quand même ce contexte en fait dans lequel s'inscrit cette dynamique. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de définition exacte sur les aliments santé. On peut parler d'aliments fonctionnels ou d'aliments qui ont une action spécifique sur la santé ou qui permettent d'optimiser la santé. Et on verra qu'en fait, on a différents niveaux d'implication de l'aliment avec finalement une meilleure formulation, vraiment une action très spécifique
spécifiques avec des allégations. En tout cas, pour vous donner un exemple de quoi on parle aujourd'hui, ce sont des aliments qui vont revendiquer soit certaines propriétés nutritionnelles, par exemple sur du sans sucre ajouté, sur du sans sel ajouté, ou peut-être des ingrédients qui ont optimisé leur recette, qui ont changé certains ingrédients pour, dans une dynamique de santé, ou peut-être aussi de Nutri-Score, donc peut-être sans huile de palme, vous voyez, avec certains ingrédients ou présence d'ingrédients bénéfiques, ou enlever certains ingrédients qui pourraient avoir une connotation négative sur la santé. Voilà, alors aujourd'hui, les aliments de santé, c'est vraiment un marché qui est dynamique, hein, qui se porte plutôt bien. C'est une véritable tendance entre les produits diététiques, les aliments fonctionnels. Donc, on est sur un segment qui est porteur, hein, qui est très innovant et qui offre de nombreuses opportunités finalement pour les marques avec un positionnement diététique ou qui ne l'ont pas encore pour pouvoir optimiser leurs recettes. Et justement, Lucie va nous expliquer aujourd'hui comment on peut aller optimiser des produits existants. En tout cas, il y a vraiment ici une vraie tendance qui est durable. On n'est pas sur un effet de mode, on est vraiment sur une tendance de fond, sur une alimentation qui est plus vertueuse, qui est attendue par les consommateurs et achetée et consommée par les consommateurs. Alors ces consommateurs, ils sont devenus consommateurs, hein, vous le savez, ils sont de plus en plus soucieux de leur santé, ils sont plus informés et soucieux, ils sont aussi plus informés et formés. C'est-à-dire qu'ils vont aussi pouvoir maintenant de plus en plus comparer la qualité nutritionnelle des produits par leur connaissance ou peut-être par quelques applications. En tout cas, ils sont plus engagés dans leur santé. Ils savent aussi que la santé, elle passe par leur assiette. Donc la santé, ça devient aussi une priorité dans leur pouvoir d'achat. Alors on a des datas de 2021, on verra aussi comment s'il y a une évolution par rapport à la crise économique. En tout cas, ça reste quand même voilà un point important pour les consommateurs. Et il y a aussi cet attrait et cette peur. C'est-à-dire on craint aussi que l'alimentation, elle puisse finalement nuire à ma santé. Donc, il y a vraiment un peu cette dualité. Je sais que ça peut me donner de la santé, mais aussi ça peut diminuer ma santé. Donc, il y a vraiment ces deux approches. En tout cas, ils veulent consommer davantage de produits sains, de produits équilibrés. Et puis, ils sont plus soucieux aussi des informations sur la qualité nutritionnelle des produits alimentaires, notamment le Nutri-Score qui est devenu très populaire. Alors, on parle de la santé finalement du consommateur et aujourd'hui, finalement, ce consommateur qui se soucie même de la santé finalement de l'environnement, de l'impact de sa consommation sur l'environnement. Et je pense pour que des marques de nutrition santé ou des marques qui veulent développer des produits avec plus de santé, il faut prendre en compte et considérer cette dimension presque un peu holistique de la santé, ses motivations, ses attentes des consommateurs sur le produit, mais aussi sur l'impact du produit. Et ça permettra aussi de créer de la valeur ajoutée, la valeur perçue sur vos innovations. Donc, prenez en compte aussi dans vos développements l'aspect durabilité, bien sûr, emballage. Et ça, c'est vraiment un critère qui est encore plus prégnant chez les jeunes générations qui sont encore plus engagées sur l'aspect durabilité et impact de leur consommation. Alors, il y a des tendances aujourd'hui, des fortes tendances, mais vous les connaissez, hein, ces tendances nutritionnelles, hein, avec, allez, on peut les répartir finalement en 3 catégories. Vous avez les enrichissements de certains nutriments, donc les aliments nutrition santé qui ont le vent en poupe, c'est ceux qui vont peut-être enrichir avec plus de fibres végétales, qui vont également avoir aussi peut-être enrichi, par exemple, en oméga 3, ces acides gras essentiels, en plus qui sont anti-inflammatoires et qui disposent d'allégations santé. On a une vraie tendance aussi sur les protéines et aujourd'hui sur les protéines végétales qui, elles, justement aussi cet impact peut-être sur l'environnement qui est moindre. Donc, vous voyez qu'il y a une tendance sur je peux agir sur l'enrichissement de certains nutriments. D'ailleurs, c'est aussi un des critères du Nutri-Score pour augmenter le score d'un produit. Vous avez également la possibilité de réduire certains nutriments, notamment sur la réduction du sel. Hein. Si vous regardez au rayon charcuterie, c'est une vraie tendance de réduire la teneur en sel des aliments, de réduire la teneur en sucre ajouté des aliments. Et puis, on a également toujours cette tendance aussi du sans gluten, qui est peut-être moins forte, mais qui est toujours là. Et puis, vous avez aussi la possibilité de mettre l'emphase sur certains aliments qui sont un peu starifiés et qui sont vraiment vecteurs d'une image, soit de naturalité,
ou de santé. Donc, on retrouve aujourd'hui les légumineuses, les céréales complètes, les céréales peut-être un petit peu anciennes ou oubliées. Enrichir vos produits avec des micro-algues. Et puis également tout ce qui va être alimentation vivante. Par là, j'entends notamment la tendance du kéfir, du kombucha, des produits fermentés, donc, ou des produits en raw food ou assez crus. Donc voilà, vous voyez que vous pouvez finalement aussi dans vos gammes jouer sur différents leviers et même aussi les mixer. Alors, on a des tendances nutritionnelles qui sont intéressantes à connaître sur ce marché lorsque vous souhaitez développer un produit positionné sur plus de santé. Et il y a également des tendances non nutritionnelles, on l'a vu, qui sont quand même à considérer puisqu'elles font partie un peu de l'écosystème de valeur de nos consommateurs. Donc, un produit sain, c'est bien, mais un produit sain et durable, c'est mieux. Donc, vous pouvez miser effectivement sur la durabilité dans une vraie démarche et le prouver. Notamment aussi sur, par exemple, l'éco-conception de vos produits, sur le choix des matières premières jusqu'à l'éco-emballage. Vous pouvez également favoriser l'approvisionnement donc, local, on-pack, travailler sur un clean label pour avoir un aliment en fait, qui a une liste d'ingrédients réduite, qui sont compréhensibles par le consommateur et travailler sur toujours davantage de naturalité, puisque la naturalité également dans l'inconscient du consommateur égale santé. Et puis, encore un autre levier non nutritionnel, mais qui peut être intéressant de considérer, c'est aussi toute la notion alors, de bien-être animal jusqu'à peut-être vegan. Il y a peut-être un curseur à avoir, mais en tout cas, s'inscrire aussi dans une démarche de bien-être animal qui, par exemple, sur une recette où vous avez des œufs, justifie que vous avez des œufs qui sont issus de poules élevées en plein air, par exemple. Alors, toutes ces tendances nutritionnelles, elles sont vraiment fortement liées aussi à des enjeux de santé des consommateurs. Aujourd'hui, bon, on a des consommateurs qui sont de plus en plus sédentaires, donc qui développent aussi peut-être des troubles qui sont liés à la sédentarité, par exemple comme le surpoids, voire l'obésité, aussi une augmentation de la prévalence des troubles métaboliques. Et puis, on a même aussi que ces applications sur tout ce qui va être morale, dépression. Et puis, on sait qu'il y a aussi un lien très fort entre alimentation et santé émotionnelle. Donc, vous voyez qu'avec des aliments positionnés sur plus de santé, on peut toucher finalement différentes thématiques qui sont importantes pour les consommateurs, les accompagner dans le fait de prendre soin de leur santé et la santé de façon assez large. Alors, les entreprises agroalimentaires aujourd'hui, elles sont confrontées à des problématiques et ce sont sûrement les vôtres, augmentation des coûts des matières premières, de l'énergie. Donc, finalement, vos produits finalement sont peut-être moins compétitifs, peut-être que vous avez dû rogner votre marge et donc vous êtes en train de rechercher de nouveaux leviers de valorisation pour vos produits. La concurrence aussi, elle est de plus en plus forte sur le marché. Vous avez donc besoin de vous différencier. Alors, en fait, en général, on a deux grands moyens pour se différencier. C'est soit par le prix bas ou en augmentant la valeur perçue, la création de valeur. Et c'est vers là sur lequel on voudrait vous amener, bien sûr, avec la création de valeur autour de la santé. La santé sur un produit va toujours augmenter de la création de valeur perçue et également de valeur marchande pour votre produit. Aujourd'hui, on l'a vu, les consommateurs, ils ont des attentes qui sont changeantes sur l'alimentation. Ils ont des exigences qui sont fortes. Donc, vous pouvez adapter vos produits qui peuvent être plus sains et plus nutritifs. Et puis, également, une autre problématique, c'est ce cadre réglementaire qui est quand même de plus en plus fort, qui peut être rigide, rigoureux. Cela nécessite en fait de la part des entreprises agroalimentaires une maîtrise qui est vraiment forte sur le sujet, savoir ce qu'on peut faire, notamment sur la communication, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, pour pouvoir apporter un maximum d'informations de bénéfices aux consommateurs, tout en restant dans le cadre réglementaire. Et puis, on peut même aller plus loin aussi sur les problématiques des entreprises. C'est la notion de responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la RSE et j'espère que c'est votre cas. En tout cas, c'est vrai que la nutrition santé, le fait de retravailler la composition de vos produits, le positionnement de vos produits pour des produits plus sains, plus vertueux pour les consommateurs, finalement, ça fait partie de votre responsabilité sociétale pour contribuer à la santé de tous par vos produits.
Donc, vous l'aurez compris, innover en nutrition santé, ben, ça permet de créer de la valeur ajoutée perçue par le consommateur, de renforcer votre positionnement marché et finalement la valeur également de vos produits. Alors, concrètement, comment on fait pour développer et positionner un aliment santé? Alors, peut-être une nuance, un aliment santé, mais peut-être aussi tout simplement un aliment qui a plus de santé, avec des ajustements qui lui permettra de le rendre peut-être plus vertueux pour la santé des consommateurs. Donc, aliment santé, aliment diététique, mais aussi tout simplement peut-être revoir vos recettes avec un peu moins de sel, un peu moins de sucre pour avoir des aliments avec plus de santé. Alors, en fait, au niveau de votre entreprise et de votre stratégie marketing, vous pouvez commencer par définir votre stratégie nutritionnelle. En fait, il est important de savoir où est-ce que vous voulez aller et jusqu'où vous voulez aller. Donc, vous avez plusieurs options et je vais dire peut-être un peu crescendo. Vous pouvez faire évoluer votre produit. Donc, vous avez un produit existant, mais vous pouvez considérer qu'on pourrait peut-être le reformuler, on va faire un audit nutritionnel. Euh, et finalement, on pourrait commencer à reformuler sa teneur en lipides, sa teneur en acides gras saturés. Donc, vous pouvez travailler un produit existant. En termes d'innovation, c'est toujours beaucoup plus facile de travailler un produit existant que de réinventer un produit nouveau. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il vaut mieux effectivement déjà commencer par travailler vos recettes existantes ou commencer à faire évoluer le positionnement. Ça, c'est vraiment le niveau le plus facile et c'est la première étape sur laquelle on va vous amener avec Lucie tout à l'heure. Vous pouvez également, donc par exemple, là, sur le premier point, vous voyez le produit, bon, Paris, moins 25% de sel, c'est un produit, on a simplement retravaillé la formulation. Vous pouvez également créer un nouveau produit. Donc là, ce sera vraiment, on va repartir d'une page blanche et on va travailler un produit avec un positionnement qui est différent. Vous pouvez également travailler sur une nouvelle gamme. C'est le cas, par exemple, de la nouvelle gamme d'Androsport, hein, qui ont même créé une nouvelle marque dédiée pour ce positionnement plus healthy, plus sport. Vous pouvez également créer une division santé pour vraiment avoir un développement plus important sur ces aspects-là. Et si vous avez un portefeuille de marques, vous pouvez bien sûr faire évoluer les marques de façon différente en fonction des consommateurs, de la sensibilité produit, du positionnement. Donc, vous pouvez faire pousser des marques vers plus de santé et d'autres, peut-être des marques plus gourmandes ou autres, qui vont rester sur un positionnement de base. Hein, donc, vous pouvez aussi avoir cette stratégie différenciée. Et puis, au-delà du produit, on en a un peu parlé avant, vous pouvez aussi faire évoluer toute votre entreprise dans une démarche RSE finalement et avoir finalement cette démarche plus globale que le produit, mais également sur l'éco-conception, sur la santé des collaborateurs. Vous voyez, donc là, on va au-delà du produit et ça peut être finalement une belle dynamique, une belle politique nutritionnelle qui s'applique déjà par nos salariés parce qu'on va faire en augmentant la santé de nos salariés avant d'augmenter celle des consommateurs et d'avoir finalement une cohérence depuis le début. Et puis, au-delà des produits, toujours dans cette démarche RSE, s'engager sur l'éducation nutritionnelle des consommateurs. Donc, vous pouvez développer des produits, mais pourquoi pas aussi peut-être des programmes de sensibilisation nutritionnelle, d'éducation nutritionnelle du consommateur. Là, il ne s'agit pas de produits, il s'agit juste de renforcer votre expertise sur la nutrition et la santé et la partager en fait à la société et vos consommateurs. Quand on parle de valorisation nutrition santé de votre produit, en fait, quand on va parler également de positionnement, l'idée, c'est de promettre de rester dans un état de santé optimisé. On n'est pas sur un médicament, mais sur un équilibre, une santé optimisée, avec, vous pouvez avoir une promesse plutôt une promesse santé, parce qu'attention au terme médical, une promesse vraiment santé, une promesse nutrition. Donc, on le verra tout à l'heure sur ces différentes allégations également. Vous pouvez miser sur un ingrédient healthy, hein, par exemple, on a eu les microalgues, donc avec de la spiruline par exemple, ou une fibre particulière, ou une protéine végétale particulière. Et puis, miser également en termes de promesses, sur le confort, le bien-être, l'équilibre. Donc, vous voyez ici quelques exemples de produits. Certains vont miser sur la digestion qui est facilitée, d'autres une application vraiment sur un paramètre de santé. Je réduis le cholestérol, donc là, on est vraiment sur une allégation de santé, ou pour renforcer quelque chose qui existe déjà, donc renforcer par exemple le système immunitaire.
Alors, vous avez vu qu'on avait plusieurs étapes hein, pour améliorer finalement une gamme ou des produits. Donc, l'amélioration, inventer un nouveau produit, inventer une nouvelle gamme. Écoutez, je propose qu'on commence déjà simplement et de façon claire et efficace avec cette optimisation de vos produits existants. Et ben, j'ai proposé à Lucie de nous expliquer, de nous décrypter les bonnes pratiques. Merci Florence. Donc effectivement, cette question de l'amélioration, de l'offre alimentaire et particulièrement sous l'angle nutritionnel, c'est quelque chose qui existe depuis de nombreuses années, donc de nombreuses incitations, hein, des divers organismes de santé, hein, de l'OMS et puis au niveau plutôt, français au travers du programme national nutrition santé, donc des différents ministères, hein, le ministère de la santé. Donc ça, ce sont des questions qui ne sont pas récentes, hein, de l'amélioration nutritionnelle, mais on peut se dire qu'on est en train de passer, peut-être d'une étape de vraiment d'incitation, à quelque chose qui, devrait, découler, à plus ou moins long terme sur, des choses au travers de l'obligation. Donc on le voit bien au travers, des évolutions réglementaires sur l'information du consommateur, et on le voit aussi, sur un point sur lequel je voulais vous alerter, sur, des questions de seuil, de formulation des produits. C'est déjà des choses qui peuvent exister dans certains, pays, notamment en Angleterre, et que, par exemple concernant le sel, nous avons déjà des éléments de la part de l'OMS depuis pas mal de temps. On a effectivement, j'avance sur l'autre slide. Au niveau national, donc c'est vrai qu'on a, presque un outil de santé publique au travers du Nutri-Score, hein, donc qui est très porté par nos pouvoirs publics, et au-delà de nos frontières. Juste une petite, voilà, un petit élément d'actualité. Le Nutri-Score est-il un levier de reformulation? Donc ça, l'OCALI, l'Observatoire de la qualité de l'alimentation, s'est posé la question. Donc cet observatoire édite un certain nombre de rapports, hein, sur l'évolution de la composition des produits. Il se trouve que cette question sur le Nutri-Score, elle a été posée, mais on n'avait pas encore d'éléments, tangibles, en tout cas, qui ressortent de l'OCALI. Et il se trouve que les associations de consommateurs, ont fait ce travail, hein. Du coup, est-ce que l'affichage, du Nutri-Score permet effectivement l'amélioration des recettes? Et là, sur un échantillon de produits, la réponse est oui, et qui cible plutôt, les mauvais élèves, hein. En tout cas, les linéaires pour lesquels on a le moins d'affichage du Nutri-Score, sont ceux, qui présentent, des notes, des classes, plutôt D et E. Donc plutôt des moins bons profils, nutritionnels. Sachant qu'on sait que ce sont des produits sur lesquels on a quand même des leviers, possibles. Alors tout n'est pas simple, hein, dans les reformulations, l'amélioration de l'existant, mais en tout cas il y a des choses. Et donc effectivement, le Nutri-Score, on en parle beaucoup. Moi, je voulais vous dire aussi effectivement, qu'il n'y a pas que le Nutri-Score, parce que c'est vrai que ça s'y prête beaucoup pour des produits qui sont plutôt formulés, très élaborés, sur lesquels on peut jouer sur la recette, je dirais. Il y a une multitude d'indicateurs nutritionnels, donc la question du choix de ces indicateurs est importante. Pour pouvoir savoir comment on se positionne et finalement, qu'est-ce qu'on devrait, améliorer ou pas, comment on se situe dans cet univers-là. Donc on peut avoir des indicateurs qu'on classifie, qu'on classe plutôt d'indicateurs fixes, donc des indicateurs réglementaires, donc qui vont mettre du temps, s'il y a une évolution, qui vont mettre du temps à évoluer. Des indicateurs, scientifiques, techniques, donc ça pourrait être des rapports autour des omégas, les références nutritionnelles pour la population et puis des choses un petit peu plus complexes vers des notations, avec des systèmes de profilage nutritionnel ou des cahiers des charges, nutritionnels qu'un certain nombre d'entreprises, heu, se sont dotées. Et de l'autre côté, on va avoir des indicateurs, dynamiques et c'est vrai que sans doute, c'est ceux-là les plus faciles d'accès, les plus peut-être parlants aussi, au niveau, des différents services de l'entreprise, donc plus smart en ce sens-là. Des indicateurs vraiment de marché, donc et notamment donc les données, qui sont, d'intérêt, même si elles ont toujours un petit peu de décalage, hein, ce sont quand même les données de l'OCALI. Mais vous pouvez très bien aussi retrouver un certain nombre de données génériques dans la table SIQUAL, hein, donc la table de composition nutritionnelle des aliments, et puis également établir votre propre veille concurrentielle, étant donné que l'étiquetage nutritionnel est désormais obligatoire depuis 2016.
Donc, je le rappelle, c'est pas si, c'est quand même assez récent, par rapport à l'ensemble, en tout cas, des incitations d'amélioration nutritionnelle, que l'on peut avoir. Donc ce question de choix, d'indicateurs, c'est vrai que du coup, on voit que, il y a une question de crescendo, de difficulté aussi, hein. Donc il est plus aisé, forcément de s'attacher à des seuils de formulation, donc de travailler sur des questions de quantité de nutriments. Mais vous avez des indicateurs, donc là, effectivement, on peut se dire que c'est le premier tremplin, mais pour ensuite essayer d'aller plus loin et donc de mixer aussi, hein, des indicateurs nutritionnels entre eux, d'aller plus loin sur des questions de qualité nutritionnelle. C'est vrai que le Nutri-Score, ça permet déjà, d'accéder un petit peu à ces éléments-là et puis ensuite, sinon on peut vraiment encore aller plus loin, dans ces indicateurs et là, tout va dépendre effectivement du positionnement, marketing, hein, et réglementaire, du produit, donc en écho à ce qu'a dit Florence, juste avant. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a une multitude d'indicateurs et tous les types d'aliments peuvent vraiment être améliorés, hein, même si on est, mono-aliment, hein, mono-ingrédient, hein, comme on pourrait l'être, sur, quelque chose, de simple, plutôt de la compote ou quelque chose de plus complexe comme le jambon. Il y a quand même, des leviers, qui sont envisageables, et le mot-clé, c'est vraiment progressivement. Et c'est pour ça que d'ailleurs, hein, ces incitations depuis de longue date, elles ont quand même eu des effets, mais aujourd'hui, on constate que ces effets ne sont pas suffisants, et c'est pour ces raisons que les questions d'obligation, au travers de seuils notamment, se posent. Bien entendu, si on touche à la recette, les questions de plaisir, de naturalité, vont revenir, de coût aussi. Donc tout ça, ça peut faire une équation un petit peu complexe. Et donc la question forcément, quand ça devient complexe, comment reformuler? Comment essayer d'intégrer toutes ces contraintes finalement, qui se posent, à nous? Donc c'est vrai qu'en termes de calcul nutritionnel, donc là on raisonne plutôt sur des produits qui vont être élaborés, hein, avec des recettes. On pouvait habituellement fonctionner sous forme de d'essais-erreurs. Je fais des tests, je diminue, je réaugmente, je change l'ingrédient, et je vois ce que ça donne. Depuis, pas mal d'années, hein, des équipes de recherche ont travaillé, autour d'une fonction mathématique, de programmation linéaire, et c'est pour essayer de trouver l'adéquation, en tout cas, entre des aliments, et les recommandations nutritionnelles et on a eu l'occasion donc de pouvoir l'appliquer, à une recette, et il se trouve que cette fonction de programmation linéaire, elle est accessible, facilement, sur Excel. Donc c'est un support que l'on a utilisé. Alors je dis «on», c'est le réseau Actia, NutriPrevious. Donc derrière, il y a un certain nombre de centres techniques, d'équipes de recherche et d'établissements d'enseignement. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de partir, des contraintes, et de pouvoir, en tout cas, au travers de cette fonction-là, avoir des propositions de recettes. Donc on part notamment des compositions nutritionnelles des ingrédients, on part de contraintes nutritionnelles ou de contraintes de coût, et ensuite, le système permet, de proposer une nouvelle recette. Donc après de multiples essais, et tests, on a pu donc, lancer en 2021, un outil Excel qui est à disposition, sur le site internet de l'Actia. Donc c'est actia.asso. Directement, vous pouvez le trouver, donc Optinut. Donc c'est vrai que, les atouts d'Excel, donc c'est vrai que c'est l'interface qui est déjà, pas mal utilisée dans les entreprises. On a souhaité, quand même se positionner sur le Nutri-Score, ce qui est quand même important dans le paysage, donc en essayant de faciliter son décryptage. Et puis, le propos, c'était d'essayer d'envisager des nouvelles recettes optimisées, peut-être dans des schémas différents, de ce que peuvent faire, actuellement les entreprises ou en tout cas de tester des choses, et même si voilà la fonction, l'outil ne permet pas de trouver de bonnes réponses, c'est une réponse en soi. Ça veut dire que dans le domaine des contraintes que vous êtes fixées, vous ne trouvez pas de solution, évidente, donc ça va nécessiter des recherches, complémentaires. Ce qui est important, en tout cas, dans l'utilisation de cet outil, Optinut, c'est d'avoir forcément une bonne connaissance, du produit, parce que, voilà, les contraintes, nutritionnelles, elles peuvent être relativement faciles, à poser, hein, au travers des indicateurs que l'on choisit, celles de coût également, mais qu'en réglementation,
également, ça peut être accessible, mais quand on touche effectivement à des contraintes plutôt techniques, fonctionnelles liées au produit, là, effectivement, du coup, c'est quand même au travers, des compétences de l'entreprise, que, on peut essayer de trouver le bon curseur, sur ces contraintes. Cet outil Optinult, que vous trouverez, il ne peut pas prendre en compte simultanément plusieurs fonctions, à objectiver. C'est-à-dire que pour le cas du Nutri-Score, on va pouvoir améliorer critère par critère. Par contre, on a un onglet, qui s'appelle OptiLibre qui permet de faire du mélange de critères, je dirais. Donc vous avez d'autres outils qui existent, j'en citerai un tout à l'heure, qui permet vraiment de directement, améliorer le Nutri-Score. Optinut ne le permet pas. On fonctionne vraiment critère par critère. L'idée, c'était d'être vraiment dans l'accompagnement, sur, ce décryptage et reformuler, au travers du Nutri-Score. Et donc, bien sûr, ça ne remplace pas tous les essais, c'est-à-dire que ça va nous proposer une formulation, qui nécessitera d'être vérifiée d'un point de vue organoleptique, d'un point de vue technique, d'un point de vue microbiologique, et cetera, comme vous pouvez en avoir, l'habitude. Donc, comment se présente cet outil Optinut? Donc, vous avez plusieurs onglets. Donc voilà, c'est une des contraintes aussi de cette fonction, cette fonction Solver sur, Excel. On a besoin de multiplier, les onglets pour traiter critère par critère. Donc sachez que vous avez un onglet, notice, voilà, qui vous explique avec un petit tutoriel, l'utilisation, même si, l'ensemble des centres techniques, bien sûr, est disponible, hein, pour accompagner sur ces sujets-là. On a également un onglet avec la table de composition nutritionnelle qui vous permet peut-être de faire des recherches sur de nouveaux ingrédients. L'onglet recettes qui va permettre d'intégrer vos données entrantes, hein, donc les ingrédients, les quantités, les valeurs nutritionnelles, le rendement pondéral, et un onglet diagnostic nutritionnel, donc autour du décryptage du Nutri-Score et de la contribution des ingrédients. Ensuite, on va avoir une approche plutôt dirigée, autour du Nutri-Score, avec plusieurs onglets, où là, on a vraiment facilité, l'usage, en cliquant juste sur un bouton. Et donc, l'idée, c'est effectivement, de pouvoir répondre à une question: «Est-ce que je peux améliorer mon Nutri-Score? Sur quels critères et de combien? Est-ce que ce sera suffisant si je vise une classe inférieure, dans le Nutri-Score? Est-ce que ce sera suffisant ou pas?» Donc, ces onglets-là, très dirigés, peuvent permettre d'y répondre. Et ensuite, on a donc un autre onglet, OptiLibre, qui là, vous permet, d'utiliser, hein, les résultats, peut-être que vous avez obtenus au travers des Opti Nutri-Score et également d'intégrer de nouvelles contraintes. Donc là, c'est vraiment la boîte de dialogue, de la fonction Solver qui s'ouvre, et là, lorsque vous êtes plus à l'aise, vous pouvez intégrer des nouvelles contraintes, des seuils d'allégation par exemple, des taux de sel spécifiques, et autres. Donc là, on sort, du Nutri-Score. Donc Optinut, ce n'est pas uniquement l'amélioration du Nutri-Score, c'est vraiment l'amélioration, nutritionnelle de manière globale. Et un point, donc important, c'est que du coup, on travaille sur des données quantitatives, donc on a, pu intégrer les notions de coût. Donc vous pouvez reformuler, en tout cas demander en tout cas au système, à l'outil de reformuler, à, ISO-coût par exemple. Quelques visuels, donc c'était pour essayer voilà, pas de démonstration, mais l'outil est téléchargeable en ligne. D'ailleurs, chose très importante, donc notre outil daté de 2021, je pense que vous savez que donc l'algorithme du Nutri-Score a évolué, sur l'été 2022. Donc là, d'ici quelques jours, c'est vraiment une question de jours, vous aurez la nouvelle version d'Optinut avec, le nouvel algorithme du Nutri-Score, donc la version, 2023. Sachant qu'effectivement, il y a encore des points de questionnement, hein, autour des viandes rouges, autour des fruits et légumes. On sera peut-être amené à faire des évolutions. Mais voilà, c'est important pour nous, que ça puisse être utilisé et que vous puissiez nous faire, vos retours aussi, d'utilisation pour qu'on puisse, continuer à améliorer cet outil. Donc sur l'onglet recettes, donc là, c'est des informations normalement assez factuelles que vous connaissez, hein, les données entrantes. Sur l'onglet suivant, sur, l'onglet diagnostic nutritionnel, voilà un petit visuel sur, le Nutri-Score qui se calcule, la grille d'attribution des points pour pouvoir vous situer et en dessous donc, une visualisation de la contribution des ingrédients à l'apport en chacun des nutriments.
pour essayer d'identifier voilà, les plus adaptés. Ces éléments-là vont forcément vous permettre de savoir sur quels ingrédients effectivement, les plus contributeurs en général, sur quels ingrédients je vais pouvoir, jouer. C'est-à-dire, il faut absolument que je limite plutôt celui-ci, celui-ci je peux peut-être, donner un petit peu de latitude. Donc ça, c'est vraiment important pour pouvoir fixer les contraintes. Les contraintes, elles sont fixées, dans l'onglet recettes, dans l'onglet dès le départ en fait, hein. Donc l'onglet recettes, on a toutes les données entrantes, l'onglet, diagnostic et ensuite donc là, un exemple d'onglet opti, hein, mais vous voyez qu'il y en a plusieurs, où vous avez, donc un bouton en haut à gauche, lancer solver opti énergie, là parce que c'est l'onglet opti énergie et vous avez une visualisation. Donc bien sûr, tous les calculs se font, sur cet onglet, et vous avez une visualisation de la recette avant, après. Donc tout ce qui est vert, c'est la proposition de recette optimisée qui tient compte des contraintes et des données que vous avez mis dans l'onglet, recettes. Donc là, on va chercher pour Opti énergie, AGS, sucre et sel, on va chercher à, minimiser les valeurs, c'est-à-dire jusqu'où on peut descendre en tenant compte des contraintes. Pour les onglets Opti, prot et Opti fibre, là, ça va être l'inverse, on va essayer de maximiser. Donc, comment on peut faire évoluer la recette pour aller au maximum de la teneur en protéines, de la teneur en fibres, par exemple. Et vous avez un onglet récap opti, donc si on le souhaite, on peut très bien avec les contraintes, cliquer sur chacun, des petits, optis et puis avoir le récapitulatif et voir finalement quelle solution, en tout cas si on joue sur un seul critère, serait la plus adaptée. Je vous encourage à utiliser Opti Énergie parce que c'est vrai que c'est quelque chose, qui n'est pas forcément évident à aborder, en tout cas juste à la main, seul avec les grilles d'attribution des points, et ça peut donner quand même des résultats assez intéressants. Et enfin, notre dernier onglet, l'onglet OptiLibre, où là, vous avez donc une vision sur la boîte, de dialogue, du solver. Donc là, c'est vous-même qui définissez l'objectif. Donc est-ce que vous voulez donc, minimiser, maximiser ou fixer une valeur? Donc là, c'est un choix en fait, hein, et vous-même, vous allez chercher la case qui vous intéresse. Donc là, vraiment, l'onglet est tout à fait, libre. Voilà, il faut juste faire attention au choix, mais en tout cas, c'est totalement libre là-dessus. Les cellules variables sont systématiquement les quantités des ingrédients, c'est ça que l'on fait jouer. Les contraintes là qui sont déjà renseignées, ce sont les quantités minimales et maximales, de nos ingrédients, donc celles qui ont été notamment fixées, dans l'onglet recettes. Voilà pour la petite présentation, d'Optinus. Donc c'est un outil, voilà, qui est assez récent, donc nouvelle version 2023, qui existe parmi d'autres. Donc là, de manière, vraiment, c'est très très éclair, hein, mais pour vous dire que pour ces solutions de reformulation, voilà, à un moment donné, ça peut être simple, à un moment donné, ça peut être plus complexe et il peut y avoir des petits outils, qui existent, des outils, plus, élaborés, notamment je pense à MS Food, hein, qui permet donc, c'est avec d'autres fonctions mathématiques, mais qui permet d'améliorer aussi votre Nutri-Score, ou des choses un peu plus, ludiques aussi, ou qui posent un cadre, qui permet de poser un cadre en tout cas, finalement autour du cahier des charges, hein, de formulation des produits, intégrant la nutrition. Voilà, j'aime bien présenter, la roue des goûts, du, programme d'optimisation nutritionnelle d'Unilever, donc sur le sel, en fonction des saveurs effectivement, quoi rechercher. Parce que c'est clair que le sel, c'est un enjeu, majeur en tout cas dans l'amélioration nutritionnelle. C'est vraiment un point clé, c'est vraiment sur ça, qu'il faut agir, en priorité. Et un autre rédactionnel là de Nestlé, sur, le cadre qui est fixé dans le cadre des améliorations, nutritionnelles, le cadre qui est fixé, d'un point de vue, test, de dégustation. À quel moment du coup il valide, une reformulation, nutritionnelle. Donc voilà, quelques exemples d'outils solutions et puis, je termine avec quelques exemples d'outils, de solutions ingrédients. Effectivement, parce qu'on mise beaucoup sur les fournisseurs, donc les fournisseurs sont là aussi et ils ont des communications, bien visibles également. Là, effectivement, hein, sur les grandes tendances qu'on pouvait voir avec Florence, les grandes tendances, nutritionnelles, sur les aliments sans ou réduits en, c'est vrai qu'on va aller vers des ajouts d'ingrédients, fonctionnels. On va essayer quand même de limiter les ajouts d'intrants technologiques, mais dans un grand nombre de cas, on va y avoir recours. Donc là, il y a la question, de la balance autour de la naturalité
Et donc, attention, sur ce qui est intrant technologique, il y a une réglementation qui existe. Donc, on ne peut pas ajouter n'importe quoi, n'importe quand. Il peut y avoir aussi des impacts sur l'étiquetage, hein, les édulcorants, il faut forcément l'indiquer dans la dénomination de vente des produits. Donc, il peut y avoir des impacts à utiliser un certain nombre de ces ingrédients-là. Et attention à certains ingrédients fonctionnels ou un peu nouveaux qui peuvent aussi faire partie du champ des novel food. Et là, c'est pareil, il y a quand même des critères à respecter. On ne peut pas mettre n'importe quel novel food dans n'importe quelle denrée. Et de l'autre côté, au niveau des aliments enrichis, donc effectivement, on a naturellement déjà dans un certain nombre d'aliments des choses vraiment très intéressantes. Et donc voilà, tout ce qui est algues, superfruits, tout ce qui est autour des biotiques, il y a voilà, pas mal de choses dans les tendances. Aliments enrichis, on pense aussi à tout ce qui ajoute de vitamines, de minéraux ou d'autres substances. Et là, attention, il y a un texte réglementaire qui encadre l'adjonction. Et donc là, ce qui est important, c'est que, l'ajout permette vraiment, d'atteindre un niveau, significatif, pour répondre aux besoins nutritionnels. Donc là, attention sur ce cadre-là. Donc voilà pour cette, petite partie un peu plus technique et basculons, de suite sur la partie, de communication. À moins que Florence, tu veuilles rajouter peut-être un petit mot, de transition. Mais sinon, j'enchaîne, Oui, vas-y, enchaîne, Lucille. ça marche. Donc sur la partie communication. Donc là, voilà, plutôt la partie, amélioration, donc qui est vraiment, intéressante et la partie communication. Donc là, je commençais, à l'aborder qu'effectivement, hein, ne serait-ce qu'au niveau de la formulation, vous avez connaissance déjà d'un certain nombre de textes réglementaires. Au niveau de la communication, je dirais au sens large, mais plus particulièrement nutritionnel, effectivement, pour se sentir à l'aise, il faut quand même, avoir une bonne connaissance réglementaire. Donc là, j'ai essayé de faire un panorama, de ce qui, peut exister, en tout cas de ce qu'on retrouve le plus souvent. Donc vous avez effectivement, hein, des produits spécifiques, hein, pour lesquels il y a des cadres particuliers, notamment sur les compléments alimentaires ou sur l'alimentation, particulière. Donc à chaque fois plutôt des textes au niveau européen. On peut avoir encore, là, autour de certains aliments, diététiques, c'est encore le terme qu'on peut employer, des choses au niveau français, donc avec l'arrêté du 20 juillet 1977. Donc là, on est vraiment sur des aliments, vraiment avec, des promesses, voilà, des promesses santé, très 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 affichées ou en tout cas, vraiment, c'est des cibles très spécifiques pour lesquelles il y a un encadrement, très particulier. Et sinon, si on n'est pas dans ce cadre-là, en fait, on reste pour l'ensemble des autres aliments, on reste sur les produits d'alimentation courante. Donc la réglementation générale, s'applique, et donc notamment, donc autour de l'étiquetage nutritionnel, donc notre fameux règlement, INCO, donc le 1169/2011. Au niveau valorisation marketing, sachez qu'il existe un guide de l'ANIA sur la communication nutritionnelle qui reprend un certain nombre, d'éléments, hein, du règlement INCO autour des pratiques loyales, sur l'information, nutritionnelle. Mais voilà, vous avez quelques exemples, donc sachez qu'il est disponible, en ligne, et même s'il il date un petit peu. Il y a toujours du bon sens autour de ça. Et ensuite, effectivement, donc nous avons le règlement cadre autour des allégations nutritionnelles, et de santé, donc avec le règlement 1924/2006, complété, en tout cas avec, d'autres règlements. Donc il y en a de nombreux, je ne vais pas tous les citer, mais notamment donc, celui qui peut nous intéresser, donc, le règlement 432/2012 qui va concerner les allégations, plutôt fonctionnelles, qui relèvent des allégations de santé. Donc on voit qu'il y a vraiment, des possibilités de communication nutritionnelle très, très larges, hein. On peut s'arrêter à l'étiquetage nutritionnel obligatoire. Dans le domaine de l'étiquetage, déjà au niveau du règlement INCO, il y a des modalités, possibles, hein, à la portion avec, des apports de référence. Ensuite, on peut y associer du discours, donc la valorisation marketing et ensuite et en lien aussi avec le discours et l'étiquetage, tout ce qui est du domaine des allégations. Donc une bonne connaissance réglementaire, ça c'est important. Si je poursuis un petit peu plus, du coup, sur cette partie réglementaire, avant de revenir un petit peu plus dans le détail des allégations,
à quelles évolutions s'attendre. Donc effectivement, hein, il y a des chantiers en cours au niveau européen pour lesquels les délais voilà, les délais ne sont pas tenus. On a du retard et on ne sait pas jusqu'à quand on aura du retard. Mais sachez en tout cas, pour faire écho à ces questions de communication nutritionnelle et de formulation, il y a des choses, hein, qui sont réfléchies au niveau européen, autour de lancement d'initiatives, hein, sur la reformulation des denrées. Autour des profils nutritionnels, donc là spécifiquement, c'est une notion que l'on retrouve dans la réglementation sur les allégations nutritionnelles et de santé. Donc, c'est-à-dire ce fameux filtre finalement, ce fameux profil qui serait la clé pour accéder ou non, à l'ensemble des allégations nutritionnelles et de santé qui sont, disponibles dans la réglementation. Donc ça, on a déjà, hein, un certain nombre de documents scientifiques au travers de l'EFSA, qui ont été rédigés. Voilà, on n'a pas encore les propositions réglementaires, mais comment cela va s'orienter? C'est une question, parce que du coup, il y a aussi un lien, entre, finalement les allégations et l'étiquetage. En tout cas, il y a ce lien qui est fait au niveau européen, notamment donc des réflexions sur, une proposition d'étiquetage nutritionnel obligatoire harmonisé en face avant des emballages. Et notamment, c'est dans ce cadre-là que l'on peut, notamment retrouver les Pro Nutri-Score, pour pouvoir, que voilà, ce système-là puisse être cette forme, qui soit retenue. Donc ça, ce n'est pas acté et vous voyez qu'on devait avoir des éléments, fin 2022, 4e trimestre 2022. On ne les a toujours pas et ça risque encore d'être, un petit peu long. Donc attention à bien veiller à ces évolutions réglementaires. Les textes à connaître pour la communication. Donc dans le règlement INCO, ce qui est important, c'est que, du coup, on va retrouver tous les éléments au travers des pratiques loyales en matière d'information. Donc le règlement sur l'information des consommateurs, ne va pas concerner, que l'étiquette et que l'étiquetage, hein. Ça concerne bien la présentation des denrées et également, la publicité faite, sur les denrées. Donc là, c'est vraiment très large. Et malgré aussi que le règlement, concerne l'information des consommateurs, ça touche, bien, tout, l'ensemble de la chaîne alimentaire, hein. On a bien, tous les maillons qui sont concernés par ces questions d'information. Pour la publicité, vous avez le CSA. Au niveau, du règlement 1924-2006, ce qui est important à retenir, c'est, toutes les communications à caractère commercial. Donc là, on va vraiment très, très loin dans l'ensemble des, supports. Donc il ne faut pas oublier, vos supports, numériques également, qui sont concernés, par, cette réglementation sur les allégations nutritionnelles et de santé. Qu'est-ce qu'une allégation? Et c'est là où du coup, il faut vraiment se poser la question en termes de communication, nutritionnelle. Qu'est-ce qu'une allégation? Donc c'est un message ou une représentation. Donc il n'y a pas que les mots, il y a le visuel et ce qui est important dans cette définition, c'est un message donc qui affirme, hein, qui dit quelque chose, mais aussi qui suggère ou implique. Et cette notion, en tout cas ce terme «suggère», de fait, ça laisse place à beaucoup d'interprétations possibles. Donc dès lors que, on va faire un lien entre, un aliment, un nutriment, un aliment, la santé ou un effet, bénéfique, assez global sur la santé, voilà, dès qu'il va y avoir quelque chose autour de ça, il faut se poser la question, si, du coup, on ne relève pas de la réglementation sur les allégations nutritionnelles et de santé. Et dans ce cadre-là, ça ne veut pas dire que tout est perdu, mais ça veut dire qu'il y a peut-être des éléments à prendre en compte ou des conditions, à respecter pour pouvoir, asseoir et justifier ce message. Donc en termes d'allégations nutritionnelles, qu'est-ce que contient le produit? Là, donc on a une liste positive, voilà, il y a une trentaine, d'allégations possibles. Ça, c'est des choses normalement que vous connaissez. Les conditions, sont assez claires normalement. Au niveau des allégations de santé, là où on va parler des effets, donc avec des liens plus ou moins directs avec l'aliment, c'est là où on va avoir des listes négatives et positives. Donc nous, on va plutôt s'intéresser aux listes positives de messages qui sont autorisés et donc les principaux, on va les retrouver dans le règlement 432, 2012. Et c'est vrai que cette question d'interprétation, elle est importante. Je crois que c'est la slide juste après, et elle peut être complexe, et c'est vrai que, du coup, donc même si la réglementation, elle date quand même de 2006, si je me trompe pas, de 2006, on a quand même, encore aujourd'hui,
des précisions. On a eu des précisions il n'y a pas si longtemps sur le fait que la communication destinée à des professionnels de santé était possible. Donc ça, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui nous l'a dit. Et là, récemment, donc là, c'est un avis de la Cour administrative d'appel de Nantes. Donc là, c'était l'entreprise contre les services de contrôle, hein, donc la DDPP, la DGCRF, qui effectivement a interprété Toast-Healing avec l'ensemble des messages, hein, avec des allégations nutritionnelles qui étaient satisfaites, hein, mais qui interprétait Toast-Healing comme une allégation de santé. Donc, et demandait un certain nombre de choses à l'entreprise. Et effectivement, du coup, le juge donc, a considéré que Toast-Healing n'était pas une allégation de santé, même avec ces éléments de contexte sur le pack et sur le site internet aussi. Donc c'était quelque chose à souligner et d'assez positif en tout cas. Mais cette interprétation, elle est très complexe et on sait qu'on a des services de contrôle qui sont quand même assez proches des textes, assez rigoureux. Donc voilà, il faut faire attention à ce qui peut être dit. Et donc quelques outils qui facilitent un petit peu l'utilisation, en tout cas l'accès à ces messages. Donc sachez qu'au niveau européen, vous avez un registre communautaire, donc un moteur de recherche avec l'ensemble des allégations de santé autorisées et interdites. Donc comme ça, vous pouvez regarder aussi comment ça a été abordé sur un certain nombre d'allégations interdites. Sachez qu'il existe un petit guide, alors il est belge, mais il est assez bien fait, qui permet d'avoir un petit peu plus de flexibilité sur les messages, parce que c'est effectivement ce qu'on reproche, hein, aux allégations de santé, c'est que voilà, c'est très, ça peut être très scientifique, très précis, donc il peut y avoir quelques flexibilités, mais attention, il ne faut pas modifier le sens de la phrase, hein, sinon on change le message. Donc ça, il faut être vigilant là-dessus. Donc un premier registre communautaire qui existe. Au niveau national, on a eu donc des choses assez récentes et donc un outil Excel des allégations de santé utilisables. Donc là, c'est encore mieux. Du coup, on n'a pas celles qui sont interdites, on a toutes celles qui sont utilisables, donc celles qui sont déjà autorisées dans la réglementation. Mais vous le savez aussi sans doute, vous avez accès aujourd'hui à des allégations qui ne sont pas autorisées, mais qui sont en attente d'évaluation par l'EFSA. Et donc, ce fichier Excel regroupe toutes celles-ci. Donc ça, c'est sur le site internet de la DGCRF. Vous avez également donc une foire aux questions. Et si jamais vous faites appel à des influenceurs, hein, pour vos gammes de produits, pour vos produits, sachez que la DGCRF a également mis à disposition, là, sur avril 2023, un guide destiné aux influenceurs. Donc pour conclure, pour communiquer juste, effectivement, du coup, on voit bien que, ce qui est le plus facilitant, c'est d'utiliser les messages qui sont encadrés par la réglementation et satisfaire les conditions. Mais en même temps et les conditions, ça pourra intégrer, très prochainement peut-être des profils nutritionnels. Mais effectivement, il peut y avoir quand même un petit peu de latitude et on sait que, on doit pouvoir se différencier d'un point de vue de communication. Donc, si vous êtes dans cette démarche-là de différenciation, en tout cas, il faut bien vérifier si le discours n'est pas considéré comme une allégation. Essayez de bien appréhender l'environnement. Bien sûr, comme ça laisse place à pas mal d'interprétations, de ne pas hésiter à croiser des avis, d'essayer d'avoir des preuves objectives parce qu'avant tout, vous êtes en communication nutritionnelle. Nous sommes sur des messages volontaires, donc ça reste des allégations volontaires et donc elles doivent être également justifiées. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette partie communication, formulation et communication. Merci beaucoup, Lucile, hein, pour toutes ces précisions, tant sur la partie finalement développement concret, hein, des recettes, travailler sur les recettes, mais aussi avec cette vision un peu plus large, avec l'aspect réglementation, communication. J'ai trouvé ça très pratique et pragmatique. Donc merci pour toutes ces informations. Si vous avez des questions, vous pouvez déjà les poser dans le chat. On va inviter la fin du webinaire. Aller plus loin dans cette démarche de positionnement d'aliments santé ou avec plus de santé. Si vous souhaitez aller plus loin, on a une PEPS formation qui pourrait vraiment répondre à vos enjeux. Son objectif, c'est de nourrir votre réflexion d'innovation avec le marché en alimentation également non nutritionnelle. Vous pourrez alimenter vos compétences, hein, pour développer un concept produit pérenne
et qui est positionné sur la nutrition santé. Et il y aura tout un aspect également réglementation pour mieux communiquer sur les bénéfices de votre produit dans le respect en fait, des bonnes pratiques. Je crois que Marine va vous mettre le lien de la formation dans le chat si vous voulez aller regarder de quoi il s'agit. C'est une formation, on appelle à 360 degrés, avec différents modules. On a donc 14 heures de formation, vraiment pour un apport assez complet de la thématique aliments, santé et marketing. On a 4 modules que je vais vous présenter juste après. Et on a également donc une formation qui est en ligne, en e-learning, donc vous la suivez vraiment à votre rythme, mais vous avez également 3 lives individuels avec les consultants de l'agence. Donc, vous avez vraiment cet aspect, je prends de l'information, j'ai des exemples marchés, mais en même temps, on a aussi une approche personnalisée de votre projet. Donc, c'est vraiment le point fort de cette formation. Vous avez également un forum pour échanger avec les formateurs hein, et bénéficier de conseils personnalisés. Et vous avez bien sûr accès illimité aux cours et aux ressources. Donc, vous avez vraiment une boîte à outils qui va rester là pour que vous puissiez y revenir tout au long de votre projet. Alors, les 4 modules, donc c'est le premier, c'est sur l'impact de l'alimentation sur la santé. C'est finalement pourquoi on va optimiser nos recettes et travailler des produits. C'est pour quelle finalité. Donc là, on voit vraiment cet impact un peu plus physiologique. On voit les tendances majeures et montantes du marché, nutritionnelles et non nutritionnelles. Un module qui est dédié à la communication et le marketing de vos produits, donc tant sur le positionnement que sur les bonnes pratiques de communication sur différents outils. Donc, c'est très concret. Et puis, il y a un module également sur la réglementation des aliments santé, dont nous a parlé aujourd'hui Lucie, qui est importante à connaître et même à maîtriser avant de lancer vos produits. Voilà, en plus, c'est une formation qui est très interactive et dynamique. On a des interviews d'experts et d'ailleurs, Lucille Royer-Ducrit intervient dans un des modules, hein, notamment sur la partie réglementation et communication dans le cadre du cadre réglementaire, justement. Donc, une formation qui est très interactive et assez agréable à suivre pour son côté, justement, dynamique en vidéo. Et donc, c'est une formation qui est finançable par votre pro, puisque Pepswork est certifié Calliope par la FNOR. Donc, il y aura une prise en charge en fait hein, de cette formation professionnelle. Elle est accessible dès maintenant. Vous pouvez vous inscrire. En plus, on a une offre webinaire hein, jusqu'au 16 juin. Vous avez une session live supplémentaire. Dans la formation, il y a 3 sessions. Vous aurez donc 4 sessions pour une inscription avant le 16 juin. Et vous aurez un certificat de formation imprimé. Donc, vous pouvez retrouver donc cette formation sur le lien qui est dans le chat. Voilà pour la partie plus pratique. Je regarde dans le chat justement si vous avez des questions. Alors, du coup, Lucille, je reviens sur une de tes slides. Tu sais, sur la réglementation, on avait les aliments d'un côté, puis après les produits diététiques, compléments alimentaires à droite. Il y a Duriel Kina qui nous pose la question. Du coup, si j'ai bien compris, il n'y a pas les mêmes contraintes réglementaires si je vends de la nourriture ou des compléments alimentaires. Alors, il y a un tronc commun quand même, hein, ça reste une denrée alimentaire. Hein, donc, quand on raisonne sécurité alimentaire, traçabilité, information du consommateur, on va retrouver quand même les mêmes cadres réglementaires, ça c'est sûr. Hein, mais par contre, effectivement, comment définir un complément alimentaire? Qu'est-ce qu'on peut rajouter ou pas dedans? Voilà, donc vraiment, c'est un choix de départ d'avoir un positionnement avec un statut réglementaire de complément alimentaire. Soit on en est un, soit on n'en est pas un. Et donc, si effectivement on en est un et qu'on répond à la définition du complément alimentaire, il faut suivre la réglementation sur les compléments alimentaires. Donc, ça va concerner la composition, ça va concerner l'étiquetage. Et sur les compléments alimentaires, vous avez une page DGCRF qui est vraiment très bien faite, hein, avec plein d'accès sur les nutriments, tout ce qui est en lien avec les posologies et les messages de sécurité, hein, parce que dans ce domaine-là, voilà, il y a pas mal de choses sur pas adapté aux enfants, pas adapté. Donc ça vraiment relève de l'étiquetage de ces produits. Sur les types de plantes qu'on peut retrouver. Là, le site est plutôt bien fait. Donc, je dirais qu'il y a des contraintes supplémentaires pour les compléments alimentaires. Et c'est le cas pour les autres aliments spécifiques. D'ailleurs, Marine pourra peut-être nous rajouter également le lien d'une autre formation que nous avons sur justement l'ancien complément alimentaire où on revoit également le cadre réglementaire, de la formulation jusqu'au lancement.
Donc, si vous avez un projet de complément, c'est peut-être une formation qui peut être utile hein, pour votre projet. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres questions? Je regarde dans le chat. D'accord, donc voilà, donc là, vous avez Marine vient de vous mettre le lien de la formation Lance un complément alimentaire, si vous voulez cliquer dessus avant qu'on ferme le webinaire. Je crois que nous n'avons pas d'autres questions, n'hésitez pas. Bon, très bien. Bah, écoute, Lucille, merci pour ton apport vraiment très intéressant, complet, pratique et un peu à 360 aussi sur cette thématique. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce webinaire. Nous restons bien sûr le CRIT et PepsWorks à votre écoute si vous voulez aller plus loin dans le développement de produits de nutrition santé ou avec plus de santé. Et encore merci Lucille pour ton intervention. Et donc, à très bientôt. Merci. Merci à tous, hein. Bonne journée.